Eh bien, passons donc au cas clinique numéro 2 de cette deuxième conférence de pédiatrie, où là, on est encore devant un nourrisson fébrile, mais alors cette fois-ci, ce n'est pas un problème d'éruption, c'est toujours une fièvre avec une persistance malgré la prise de paracétamol et un enfant fatigué, apathique, qui ne boit pas bien ses biberons. Et puis, outre ce problème de température, il a un temps de recoloration à 4 secondes. Autrement dit, on a ici des éléments qui nous font craindre que la fièvre est mal tolérée, avec éventuellement un sepsis grave sous-jacent, puisque on commence à avoir une hémodynamique périphérique altérée. Je rappelle l'hémodynamique périphérique altérée, c'est-à-dire soit les extrémités froides, soit les membres un petit peu violacés, décolorés, soit un temps de recoloration cutanée qui est supérieur à 3 secondes, ce qui est le cas ici. Là, il n'y a pas tellement de problème diagnostique parce que, outre le syndrome inflammatoire avec à peu près 15 000 blancs, vous avez le diagnostic qui vous est proposé, puisque là, non seulement il y a les leucocytes, mais il y a aussi les nitrites, et donc on est à l'évidence devant un dossier qui correspond à la pyélonéphrite aiguë du nourrisson. Le premier cas clinique, c'était un cas clinique avec une éruption fébrile. Si on n'arrivait pas à avoir le diagnostic, c'était pas facile. Là, on est dans le cadre d'une pyélonéphrite. Ça va être plus un dossier donc de prise en charge, parce que quel diagnostic semble le plus probable? Ça va être à l'évidence. L'examen qu'on demande, après la bandelette, je suis sûr que vous allez trouver qu'il fallait demander l'examen cytobactériologique des urines. Est-ce qu'il y a d'autres examens à prescrire? Le traitement, en cas d'allergie, qu'est-ce que vous faites? Les complications possibles de la pyélonéphrite, les anomalies sous-jacentes qui peuvent favoriser cette pathologie, et qu'est-ce qu'on propose pour la prise en charge ultérieure. Alors, c'est là où les consensus sont importants. Il y a eu une conférence de consensus AFSAPS 2007 qui a bien stigmatisé comment fait-on le diagnostic de pyélonéphrite et comment traite une pyélonéphrite. Le problème de l'exploration en imagerie a été un petit peu éludé, ce qui a posé un gros problème parce que justement, en 2008, c'est-à-dire l'année d'après, c'est tombé à l'ECN et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Quels examens vous faites? Alors, demander l'année d'après une conférence de consensus qui n'a pas statué sur la pertinence de tel ou tel examen, de vous demander quel examen il faut faire, c'était un petit peu, on va dire, limite, et ça a engendré le courroux à l'époque des étudiants, vous l'imaginez, d'autant plus qu'une des questions était un petit peu baroque, puisque c'était la mère du petit nourrisson qui se présentait comme étant manipulatrice en médecine nucléaire, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Et qui demandait aux médecins, donc aux concurrents, c'est-à-dire aux candidats, quel est l'intérêt de la scintigraphie au DMSA? Et là, j'ai vu les yeux qui sont les vôtres derrière votre ordinateur en train de dire « mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est pas possible, c'est pas passé ». Et là, vous regardez rapidement les annales et vous voyez qu'effectivement, c'est ce qui était demandé. Quelle est l'opportunité de la scintigraphie au DMSA dans la pyélonéphrite aiguë du nourrisson quand on sait que même la conférence de consensus n'a pas osé statuer pour savoir est-ce qu'il faut faire systématiquement une cystographie rétrograde lors de la première infection? Je vous avoue qu'il faut avoir parfois une grande force intérieure pour passer cet examen qui est un concours. Mais tout le monde est logé à la même enseigne. Autrement dit, il faut uniquement faire mieux que son voisin. Alors le diagnostic qui vous semble le plus probable, nourrisson, fébrile, leucocyte nitrite positive avec une fièvre qui n'est manifestement pas d'origine virale puisque quand on donne du paracétamol, la fièvre ne baisse pas. Évidemment, vous avez parlé de la pyélonéphrite aiguë. Alors c'est bien de donner un petit élément en plus d'orientation et de dire probablement à Escherichia coli, par argument de fréquence, puisque effectivement les autres, c'est-à-dire Proteus et Klebsiella, sont très très loin derrière. La pyélonéphrite aiguë chez le nourrisson, c'est avant tout la pyélonéphrite
à Escherichia coli quand ils n'ont pas d'antécédents urologiques. Vous me dites, on peut être nourrisson avec antécédents urologiques? Oui, dès la période anténatale, on peut voir parfois des malformations urinaires ou éventuellement anatomiques ou fonctionnelles. Donc les signes et les symptômes sont non spécifiques et les germes responsables des infections urinaires, comme on l'a dit, c'est l'Escherichia coli numéro 1 et ça, il faut véritablement l'avoir bien en tête. C'est ce germe qui est responsable de la pyélonéphrite aiguë du nourrisson. Tout le reste, vous voyez, ça oscille 1, 2, 5%, etc. Il y a juste un petit plus pour le protéus. Si vous voyez protéus mirabilis et infection urinaire chez l'enfant, il faut redouter une lithiase urinaire. Chez l'adulte aussi d'ailleurs, parce que le protéus est un germe qui est lithogène, c'est-à-dire il provoque des lithiases, et quand on a des lithiases, on est plus sensible à faire des infections avec ce germe. Donc ça c'est plus un diagnostic qualitatif, mais au niveau général, ce qu'il faut savoir, c'est les pyélonéphrites à Escherichia coli. Donc l'examen qu'on demande, comme vous l'imaginez, c'est l'examen cytobactériologique des urines, ECBU. Le CBU qui est demandé après avoir fait une bandelette urinaire dans tous les cas chez le nourrisson de plus de 3 mois. Par contre, chez le nourrisson de moins de 3 mois, il faut demander le CBU d'emblée car la bandelette urinaire n'a pas cette pertinence diagnostique parce que pour avoir des leucocytes en quantité importante, il faut avoir des urines qui puissent stagner dans la vessie. Or, le bébé de moins de 3 mois, il fait pipi tout le temps, avec des petites mictions itératives. Et de ce fait, il n'y a pas de stagnation urinaire suffisante pour pouvoir avoir une quantité de leucocytes qui puisse être détectée par la bandelette. Et puis, pour virer des nitrites, il faut boire autre chose que le lait qui est très faible en nitrate. Et donc, si tu as une alimentation qui est faible en nitrate, on ne peut pas avoir des nitrites urinaires. Donc, pour ces deux raisons, en dessous de 3 mois, examen cytobactériologique des urines d'emblée quand on redoute ou recherche une pyélonéphrite aiguë. Chez le plus de 3 mois, on fait d'abord la bandelette urinaire, puis ensuite, comme chez l'adulte, on demande l'examen cytobactériologique des urines, ici, pour voir à la fois la bactériurie et la leucocyturie. Alors, quel type de prélèvement il faut faire? Alors ça, le mieux, c'est de faire au milieu du jet, mais vous voyez un nourrisson attendre qui fasse pipi pour arriver à disposer le récipient afin de colliger et de collecter l'urine. Alors vraiment, ça c'est très très difficile. Souvent, on met un collecteur d'urine qu'on scotche autour du sexe du bébé. Et puis dès que l'enfant fait pipi, à ce moment-là, on enlève évidemment ce sorte de collecteur. Ce n'est pas un pénilex, c'est surtout chez la fille, évidemment, c'est un collecteur d'urine. La ponction suspubienne qui est couramment faite chez les anglo-saxons et plus rarement faite en pratique française, parce que aller mettre une aiguille pour aller piquer la vessie, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu agressif. Ce qui est sûr, c'est que les techniques de prélèvement doivent être extrêmement rigoureuses et que si on met une poche à urine ou un collecteur d'urine, eh bien, il faut que celle-ci soit posée après une désinfection locale et qu'elle ne doit pas rester plus de 30 minutes en place. Si elle reste plus de 30 minutes en place, forcément, il va y avoir des leucocytes ou éventuellement des nitrites. Parce que le prélèvement au milieu du jet, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est très difficile à faire. La ponction suspubienne, il faut avoir quelqu'un qui mette une aiguille. Et le cathétérisme, chez la fille encore à la limite, mais un sondage chez le garçon qui a 4 mois, vous imaginez. Donc, gros problème de recueil des urines pour le CBU, avec, comme vous voyez ici, un résumé de la conférence de consensus, des contaminations qui sont fréquentes, puisque les poches adhésives sont à l'origine de 30 à 65% de contamination. Au milieu du jet, déjà 25%. Et même la ponction suspubienne peut engendrer des techniques, peuvent engendrer des échecs jusqu'à 10, même plus. Autrement dit, c'est jamais la panacée, mais on essaye de faire de notre mieux. Et le contexte clinique nous permet de faire ce diagnostic qui identifie à la fois la bactérie,
les nombres de leucocytes avec une coloration au gramme. Qu'est-ce qui est demandé donc et qu'est-ce qui est proposé dans l'algorithme de la FSAPS 2007? Devant un enfant fébrile, on redoute une pyélonéphrite, évidemment quand il y a des signes urinaires, et dans ces cas-là, on fait un ECBU. Et s'il n'y a pas de signes urinaires, ce qui était le cas ici, il était juste fébrile et il tolérait mal cette fièvre. Mais heureusement, il avait plus de 3 mois. S'il avait moins de 3 mois, on allait directement à l'ECBU. Si il a plus de 3 mois, à ce moment-là, on fait la bandelette urinaire, et c'est simplement si celle-ci est positive, ce qui est le cas dans l'énoncé, qu'on fait l'ECBU. Autrement dit, ici, on est complètement dans les recommandations de cette conférence de consensus. Est-ce qu'il y a des autres examens à faire? On en a parlé tout à l'heure. Oui, en termes de bilan de l'infection, c'est bien de faire une numération pour voir l'importance de l'inflammation. Je vous rappelle qu'à 4 mois, faire une vitesse de sédimentation, c'est hors de question. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux une CRP ou un nouvel indice, ça déjà une bonne dizaine d'années, de stigmate infectieux qui s'appelle la procalcitonine, PCT. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit en termes de valeur de marqueurs biologiques? Eh bien, c'est qu'en termes de sensibilité et de spécificité, eh bien, on voit que la procalcitonine a des chiffres qui sont, en termes de sensibilité et de spécificité, quelle que soit sa valeur, nettement supérieure aux chiffres de CRP. Autrement dit, quand on redoute une infection urinaire, c'est peut-être plus la procalcitonine qu'il faut demander que la CRP, mais ce n'est pas faux, évidemment, de demander la CRP. De toute façon, le jour de l'ECN, que vous donniez l'un ou l'autre, ça sera coté de manière identique. Et puis évidemment, là, on est devant une fièvre qui est mal tolérée et il faudra proposer une hémoculture pour essayer de voir si on est dans un cadre septicémique majeur ou pas. Et effectivement, si on regarde la fréquence des bactériémies chez les enfants ayant une infection urinaire fébrile, on voit que cette fréquence est d'autant plus importante que le bébé est petit. Et là, je vous rappelle que le bébé, il a entre 3 et 6 mois. Et que s'il avait moins de 3 mois, on a quasiment dans un tiers à 10% des cas, une bactériémie qui est effectivement positive. Donc, on demande le bilan de l'infection biologique, bactériologique, puis iconographique. Effectivement, il est bien de manière consensuelle acceptée par tous que devant une infection urinaire, il faut demander systématiquement une échographie rénale qui va à la fois visualiser s'il y a une complication, c'est-à-dire outre la pyélite ou la pyélonéphrite, voir s'il y a un abcès rénal. Et vous savez qu'un abcès rénal de l'urine qui est bloqué et collecté, c'est un facteur de gravité. Et puis en même temps, ça permet de détecter globalement, de dépister des malformations urinaires qui n'auraient pas été visualisées antérieurement. Autrement dit, ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire une échographie rénale, toujours, pour dépister donc une rétention d'urine infectée sur uropathie obstructive, un abcès ou éventuellement une lithiase. Donc ici, vous voyez une échographie rénale lors d'une pyélonéphrite. Sur un scanner, vous voyez bien que la pyélonéphrite peut donner des zones hypodenses qui correspondent à des zones de pyélite. On comprend que des pyélonéphrites à répétition, ça peut abîmer les reins sur ce type d'imagerie. Mais on ne demande pas un scanner, c'est l'échographie qui est plus difficile, on va dire, pour un non-échographiste à interpréter qu'un scanner. C'est pour ça que j'ai mis le scanner à côté, mais c'est l'échographie qu'on demande. La scintigraphie à la DMSA, puisque c'était ça qui était demandé, n'a d'intérêt que si l'enfant fait des pyélonéphrites à répétition pour voir s'il y a des cicatrices rénales. Et en fait, ça n'a d'intérêt que s'il y a une diminution de la fonction rénale. S'il n'y a pas de diminution de la fonction rénale, il n'y a pas de scintigraphie à faire. Autrement dit, il fallait répondre dans le dossier de l'ECN dont on parle qu'il n'y avait pas d'indication
en période aiguë à faire une scintigraphie et qu'il fallait uniquement en proposer une que s'il y avait une répétition d'infection de manière itérative. Donc le traitement qu'on institue, c'est l'hospitalisation. Pourquoi l'hospitalisation? Ici, à l'évidence, on sait qu'il y a 3 indications à l'hospitalisation. La première, c'est le nourrisson ou le nouveau-né de moins de 3 mois. Deuxièmement, quand il y a des signes d'infection sévères. Et troisièmement, quand il y a une neuropathie sous-jacente. Ici, il y a des signes d'infection sévère puisqu'il y a des troubles hémodynamiques. Donc, il faut hospitaliser l'enfant sans aucun problème. Hospitalisation en urgence avec une bi-antibiothérapie bactéricide synergique intraveineuse à bonne diffusion dans le parenchyme rénal qui est active sur l'Escherichia coli. En l'absence d'allergie, on donne volontiers à la fois une céphalosporine 3e génération, céphotaxime ou ceftriaxone, vous n'avez pas à connaître les doses, je vous les ai mis à titre indicatif, et un aminoside, la gentamicine ou gentaline. Vous savez que la nétromycine n'est plus commercialisée depuis déjà longtemps. C'est l'aminoside qu'on utilise le plus volontiers dans l'infection urinaire, uniquement pendant la période aiguë à l'hôpital où on est dans le cadre d'un sepsis sévère. Pourquoi on donne une céphalosporine de 3e génération et pourquoi on ne demande pas tout bêtement l'augmentin? Vous voyez ici les spectres d'action des antibiotiques sur les germes responsables de pyélonéphrite. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que si on donne de l'amox seul, on est à 60% de résistance, donc ça marche très peu. Et que même si on est dans l'augmentin, un coup sur 2, ça ne marche pas. Autrement dit, véritablement, la céphalosporine 3e génération, vous avez vu, moins de 1% de risque. Et encore, ça va évoluer avec les nouvelles émergences de céphalosporinase, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, à l'ECN, c'est ça qu'il faut donner, un traitement d'attaque qui est proposé pendant 2 à 4 jours, avec donc une bithérapie et au moins, en tout cas, des C3G à proposer pendant 2 à 4 jours. Puis, une fois qu'on a fini cette durée de 2 à 4 jours, on prend un relais péros avec un enfant qui, si jamais il a un bon état général et une bonne reconstitution on va dire, toute son activité antérieure, on peut le faire sortir. Donc, une hospitalisation courte initiale et puis ensuite un relais à domicile avec un traitement qu'il faut pérenniser pour une durée de 10 jours. Quel traitement doit-on donner? Il y a 2 antibiotiques possibles, soit le cotrimoxazole, c'est un nom d'essai un peu difficile, le Bactrim, ça vous dit plus, c'est ça, soit le cefixime. Cefixime, c'est quoi? C'est Oroken, qui est l'antibiotique électif de l'infection urinaire à donner chez les enfants au retour du domicile. L'utilisation de la ciprofloxacine est complètement marginal et de toute façon à éviter de manière générique, on va dire, et globale chez l'enfant en général et le nourrisson en particulier. Il faut donner les antipyrétiques évidemment systématiques. Il faut donner une perfusion hydroélectrolytique chez cet enfant qui, je vous rappelle, avait une mauvaise tolérance de cette fièvre. Et si jamais ce trouble hémodynamique n'était pas dû à un frisson, mais était dû à un véritable sepsis grave, voire choc septique, si c'est choc septique, c'est qu'il y a une expansion volimique. Autrement dit, ce n'était pas faux de proposer chez cet enfant 10 à 20 ml de sérum physiologique pour essayer de lutter contre un sepsis grave débutant. De toute façon, il faut surveiller cet enfant avec tension artérielle, pouls et sa diurèse, en sachant que avant la cystographie rétrograde qu'il faut faire lors de la première infection chez le garçon, chez la fille, c'est vraiment discuté. Certains, après l'antibiothérapie initiale, donnent une petite désinfection. Ça, c'est véritablement discuté. C'est des choses qu'on voit dans les écoles.
Il y a quelques années encore, on faisait un essai BU de contrôle, c'est-à-dire on fait le diagnostic, on fait un essai BU de contrôle pour être sûr que c'est efficace. Maintenant, on sait que ça n'est pas utile si l'évolution clinique est favorable. Il faut juste surveiller l'enfant cliniquement. Le CBU de contrôle, non. En cas d'allergie, qu'est-ce qu'on fait? Allergie au C3G, ben, ça c'est la conférence de consensus qui nous a appris que l'aminoside seul peut avoir une efficacité suffisante pour traiter la pyélonéphrite. Et on a donné ça pendant 4 jours, puis ensuite on prend le relais Péros, comme on l'a vu avec le cotrimoxazole, puisqu'il y a une allergie au pénicilline. Les complications possibles, ben, c'est les complications de l'infection, c'est-à-dire bactériémie, septicémie, éventuellement un sepsis grave ou un choc, des convulsions si jamais il y a de la fièvre. La récidive, parce qu'une pyélonéphrite, ben, on redoute toujours qu'elle récidive, parce que la pyélonéphrite, dans la grande majorité des cas, est due à un reflux vésico-urétéral fonctionnel. Et puis des complications rénales à court terme, avec un abcès, et puis à long terme, avec des cicatrices, avec éventuellement même une insuffisance rénale si les pyélonéphrites s'enchaînent les unes aux autres et sont à la fois responsables de pyélonéphrite aiguë, puis ensuite de pyélonéphrite chronique. Est-ce qu'il y a des anomalies sous-jacentes qui peuvent favoriser? Ben oui, bien sûr. C'est quoi? C'est avant tout le reflux vésico-urétéral dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est celui qui est le plus coté. Et donc, ce reflux vésico-urétéral, effectivement, est à l'origine d'infections urinaires à répétition. Il est soit fonctionnel, soit anatomique. S'il est anatomique ou organique, là, souvent, il va falloir opérer ces enfants, mais c'est uniquement si ce reflux vésico-urétéral persiste au-delà de 2 ans, parce que dans la majorité des cas, il est important au début, puis ensuite, il s'estompe, un peu comme le reflux gastro-œsophagien, problème de maturation de sphincter. Il peut y avoir aussi, et ça c'est des choses qui favorisent l'infection urinaire, c'est la constipation. Pourquoi? Parce que s'il y a le rectum qui est plein d'ampoules, l'ampoule rectale, pardon, qui est plein de matière, ça appuie sur la vessie, et comme ça appuie sur la vessie, ben, il y a l'urine infectée qui remonte. Le prépuce, pourquoi? Parce que le prépuce d'un nourrisson, ben, c'est étroit, et donc là il y a plein de smegma, il y a plein de germes qui s'y nichent, et donc il peut y avoir une urétrite par voie rétrograde, puis ensuite une infection urinaire. Quand on a des troubles mictionnels, ça c'est plutôt chez la jeune fille, 7, 8, 9, 10 ans, et pas chez le nourrisson de 4 mois. N'écrivez pas troubles mictionnels type instabilité vésicale chez le petit nourrisson, c'est surtout la pathologie de la petite fille. Vous savez, on appelle souvent les petites filles des petites pisseuses. Pourquoi? Pardonnez-moi, j'ai aucun sexisme là-dedans. C'est des jeunes filles qui vont faire souvent pipi. Pourquoi? Parce qu'elles ont une instabilité vésicale. Pour un oui ou pour un non, hop, tout de suite, elles ont envie. Elles ont effectivement un muscle, un destrusor, qui est un petit peu hyper réactif. Et devant cette instabilité, ben, ça favorise des infections urinaires à répétition. Qu'est-ce qu'on propose pour la prise en charge ultérieure? Eh bien, il n'y a pas de consensus sur l'intérêt des examens d'imagerie, mais dans la majorité des cas, en particulier chez le garçon, là c'est le petit René, c'est bien de faire des cystographies rétrogrades pour voir s'il y a des facteurs de risque à une récidive éventuelle de l'infection urinaire. Donc c'est vraiment des questions qui se posent. Vous voyez, il y a des consensus qui ont été dits. En tout cas, la bonne hygiène locale, sûrement, il faut essayer de désinfecter ce zizi. Le décalotage, surtout quand il est très mécanique et très agressif, est inutile, éventuellement délétère. Alors, s'il y a des infections à répétition, parfois étant donné qu'il y a plein de germes qui se nichent justement sous le prépuce, certains, c'est surtout les Américains qui font ça, proposent des circoncisions, des postectomies. Enfin, circoncire un enfant pour des pyélonéphrite, il faut vraiment qu'il en fasse quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien documenté dans la littérature médicale. Alors, quand il y a des circoncisions rituelles chez le petit, ben, évidemment, ça protège, mais enfin, ce n'est pas un élément évidemment qui doit nous inciter à faire en sorte que les petits nourrissons se fassent circoncire. Donc, la bonne hygiène locale, sûrement, et puis il n'y a pas de consensus sur est-ce qu'il faut faire une antibiothérapie au long cours chez ces enfants-là. En tout cas, quand on a un reflux vésico-urétéral, on voit que
il y a une régression spontanée dans les 2 à 5 premières années avec des chiffres qui vous sont proposés ici. Maintenant, quand on est dans un grade 5, c'est-à-dire un reflux qui inonde complètement le rein, c'est sûr qu'on est dans un reflux anatomique et qu'il faudra probablement avoir un recours chirurgical. Vous savez que dans ces cas-là, il y a 2 manières. Soit on fait des injections de déflux, c'est-à-dire qu'on bloque au-dessous des uretères la possibilité au reflux vésico-urétéral, soit on fait une intervention dite de Cohen qui est une réimplantation des uretères avec une mise en place d'un trajet vésico-urétéral enfoui qui empêche justement ces reflux. Tout ceci, c'est de l'ordre de la spécialité et de l'hyperspécialité. Ce que je veux retenir sur la pyélonéphrite aiguë du nourrisson, c'est que c'est une infection qui est fréquente, dont le diagnostic se fait par le CBU après avoir fait la bandelette urinaire, qu'il faut faire systématiquement une échographie rénale et qu'on traite avec des céphalosporines de 3e génération par voie intraveineuse au début avec des aminosides si possible et que très rapidement on fait un relais père-os et que ça se passe généralement avec un pronostic très favorable dans la grande majorité des cas. Alors certes, les cystites, c'est des pathologies qui sont possibles à voir, mais c'est surtout chez l'enfant de plus de 3 ans et c'est complètement superposable aux cystites de l'enfant plus âgé ou de l'adulte. Et c'est évidemment les filles qui sont les plus, on va dire, sensibles à avoir des cystites. Le traitement curatif est bien codifié. C'est là soit de l'Orochen, soit du Bactrim. Vous n'avez pas à connaître la posologie. Donc ce problème, c'est surtout donc cette vessie immature ou instable ou instabilité vésicale chez ces jeunes filles qui ont généralement donc plus de 3 ans, 3-4 ans, et qui font des infections urinaires basses itératives et parfois elles font une infection urinaire haute. Vous pouvez avoir un dossier avec au début une instabilité vésicale, des cystites, puis ensuite éventuellement une pyélonéphrite. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a une instabilité vésicale? Il faut donner un traitement adapté pour essayer de muscler tout ça et avoir une... Alors ça m'amuse un peu, mais c'est ce qui est écrit, la bonne discipline mictionnelle. Essayez de dire à votre fille, j'aimerais que tu te disciplines dans tes mictions. Bon, et on donne, et c'est ça qu'on donne, un médicament qui s'appelle le Ditropan. Je vous interdis d'apprendre le nom en DCI qui est absolument imprononçable. Voilà, Ditropan. Et ce Ditropan permet d'arriver à améliorer cette instabilité vésicale, parce que la discipline, j'avoue que chez un enfant en bas âge, c'est difficile à avoir. Donc ici, on a abordé un certain nombre d'items sur un dossier non seulement qui est sortable, mais un dossier qui est sorti, donc qui peut tout à fait ressortir. Voilà pour le dossier numéro 2.